Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Donc dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la manière de recueillir les données correspondant aux besoins de respirer, ou en tout cas quelles étaient les données essentielles à recueillir et qu'observer, que repérer lors d'un entretien ou dans un dossier. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc avec le second besoin qui est celui de boire et manger. Donc comment recueillir les données par besoin en ce qui concerne le besoin de boire et manger. C'est vrai que ce besoin est assez facile à repérer. Donc, quelles informations faut-il rechercher à l'entretien et ou dans le dossier? Bien entendu, c'est s'il y a déjà des problèmes de déglutition. Une dysphagie peut être causée par différentes pathologies, à commencer par l'insuffisance salivaire, par exemple. Et c'est pour ça qu'une salivation anormale doit être notée. Alors bien sûr, on va penser aussi à des problèmes au niveau du tube digestif, au niveau par exemple de l'œsophage, comme dans certains cancers, cancer de l'œsophage en l'occurrence, dans certaines maladies neuromusculaires comme le Parkinson, ou tout simplement des irritations au niveau de la gorge, ou une sécheresse de la muqueuse buccale. Alors, bien sûr, il existe d'autres facteurs, comme des aliments qui sont mal mastiqués, à cause d'une mauvaise dentition. Oui, c'est tout bête, ou d'infection buccale ou linguale. Et à la longue, des problèmes chroniques de déglutition, c'est quand même important, cause de la malnutrition, une perte de poids, voire de la dénutrition bien sûr, et bien sûr des pneumopathies de déglutition, les fameuses fausses routes qui entraînent donc des pneumopathies. Bien entendu, il va falloir aussi repérer s'il y a des nausées ou des vomissements, qui sont parmi les symptômes digestifs majeurs. Alors, il faut d'ailleurs rechercher leur étiologie dans les pathologies, mais aussi dans les traitements médicamenteux. On pense tout de suite aux antimitotiques dans les chimiothérapies, mais il y a aussi les digitaliques quand il y a surdosage, la dopamine, etc. Ne pas oublier, bien entendu, dans le dossier, vous avez les résultats de labo, eh bien, les désordres électrolytiques figurent aussi parmi les informations essentielles à recueillir, car ils sont dus, bien sûr, à des pathologies spécifiques, ainsi qu'au stress. Alors, autre chose à noter, bien sûr, l'obésité, ou un surpoids, au contraire, une anorexie, ou une malnutrition, ou une dénutrition, sont à noter comme source ou origine de nombreux désordres. Alors, il faut repérer les facteurs de risque et les maladies chroniques qui ont un impact sur l'alimentation et l'hydratation. Donc, les habitudes alimentaires néfastes sont un facteur de risque important, tout comme la consommation de médicaments excessifs, ou de certains médicaments, même si ce n'est pas de façon excessive, mais comme les diurétiques, qui vont entraîner un trouble de l'équilibre électrolytique. Ou encore comme la phénothiazine, les antidépresseurs, les analgésiques, les sédatifs, les somnifères, vous voyez, toute une liste qui ont des effets sur le goût et sur l'appétit. Alors, la dyspepsie, brûlure gastrique, les épigastralgies, tout comme les autres douleurs au niveau du tube digestif sont à noter. Par exemple, les douleurs abdominales, qui ont un impact sur la satisfaction du besoin de boire et manger. Autre chose à noter, c'est l'alcoolisme, qui a également des effets dévastateurs sur le statut nutritionnel des personnes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le régime alimentaire, qui ne facilite pas toujours une nutrition optimale. Par exemple, un régime sans sel entraîne souvent une perte d'appétit. Alors, ne pas omettre les intolérances à certains nutriments et les allergies. Alors ça, c'était pour les informations qu'on retient au moment d'un entretien ou qu'on repère dans le dossier. Et il y a aussi ce que l'on va observer auprès du patient. Alors, notamment les signes de déshydratation. La déshydratation est à rechercher, notamment chez les nourrissons et les personnes âgées, mais pas que, en période par exemple de canicule,
toute personne peut être sujette à de la déshydratation. Ou une personne tout simplement qui vomit ou qui a de la diarrhée, risque d'être déshydratée à un terme. Le poids, la taille, qui permettent de calculer l'IMC, sont des paramètres essentiels pour diagnostiquer un surpoids, qui est une source de nombreuses pathologies ou de leur aggravation, mais aussi bien entendu de dénutrition. Puisqu'au contraire, une maigreur, mais quelquefois une personne n'est pas maigre mais peut être dénutrie, donc ça peut être associé donc à de nombreux désordres comme des déficits vitaminiques et minéraux, certaines affections gastro-intestinales, des néoplasies digestives, des troubles de conduite alimentaire, tout simplement. Alors de fait, il est important de connaître les quantités d'aliments ingérés ainsi que les boissons absorbées et de noter l'état bucco-dentaire. Alors comment on peut résumer tout ça schématiquement? On va automatiquement, quand on parle de boire et manger, penser aux pathologies en cours ou aux antécédents digestifs, mais aussi aux pathologies métaboliques. Tout ça fait partie du recueil de données dans la présentation du patient, tout comme le traitement. Donc ces données seront mises en lien avec le contenu qui est présenté dans ce tableau où on retrouve tout ce que je viens de citer. Outre les pathologies digestives, métaboliques, il y a l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui atteint neuromusculaire ou musculo-squelettique qui ne permet pas de bien manger ou de bien déglutir, au contraire, l'obstruction mécanique, l'altération de la conscience, les déficits cognitifs, tout ce qui est douleur, anxiété, dépression bien entendu, où l'appétit n'est pas au beau fixe en général, tout ce qui est perte liquidienne, on l'a vu avec les vomissements, les diarrhées, les traitements en lien avec des pathologies digestives et ou des antécédents digestifs, ou alors des traitements qui ont des effets secondaires digestifs. Et bien entendu, il ne faut pas remettre tout ce qui est problèmes psychosociaux en lien avec les problèmes nutritionnels. Quelqu'un qui a des revenus insuffisants pour se nourrir convenablement va développer malheureusement à un moment donné des pathologies digestives. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans une fiche de connaissances à propos de la nutrition et du métabolisme? Celle-ci est volontairement très complète, mais ce n'est pas un hasard, c'est pour vous aider en tant qu'étudiant à recueillir des données les plus complètes possibles. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de savoir si on a affaire à une alimentation orale, entérale ou parentérale. Quel est le poids, quelle est la taille, l'IMC, mais aussi le mini-nutriment. Je ne sais même plus la traduction de MNA. Il va falloir que je me... Alors bien sûr, il est essentiel de noter le poids, la taille, qui vont pouvoir permettre de calculer l'IMC. Il est important aussi d'avoir le MNA, Mini Nutritional Assessment. Quel est l'état nutritionnel? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il y a une dénutrition modérée ou au contraire une dénutrition sévère? Et ça, bien souvent, les résultats de labo, comme l'albuminémie, vont vous donner des réponses à cette question. Est-ce que le patient a un régime? Combien de repas prend-il par jour? Ce qui est bien, c'est d'avoir les apports alimentaires, mais aussi les apports hydriques. Quelles sont ses habitudes alimentaires habituelles à un repas? Quelle est la texture des repas? C'est important, si on veut qu'un patient mange, il faut que la texture soit adaptée, notamment à son état dentaire. Alors, est-ce que c'est une texture normale, hachée, mixée, liquide? Est-ce qu'il est autonome, bien entendu, pour s'alimenter et boire? Est-ce qu'il y a des compléments vitaminiques ou alimentaires? Est-ce qu'il existe des allergies, des intolérances alimentaires? Qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il n'aime pas, les goûts, les dégoûts? Est-ce qu'il a, par exemple, une anosmie, c'est-à-dire une perte de l'odorat qui ne lui permet pas de sentir ce qu'il mange et du coup, il perd l'appétit, il mange moins. C'est la même chose avec l'agueusie, la perte du goût. Quand tout ce qu'on mange a le même goût, on n'a pas envie de manger. Comment est l'appétit donc? Est-ce qu'il y a une perte de poids ou une prise de poids récente? Et de quel ordre? Comment est l'état dentaire? Est-ce que c'est une édentation partielle, complète? Est-ce qu'il a une prothèse dentaire? Est-ce qu'elle est partielle? Le mieux c'est de décrire quel type de dents il y a sur la prothèse. Est-ce qu'il y en a une prothèse supérieure, inférieure? Est-ce qu'elle est adaptée aussi?
Est-ce que la personne a des problèmes de déglutition? Est-ce que cette déglutition est au liquide, au solide ou les deux? Est-ce qu'il présente des signes de déshydratation, des nausées, des vomissements? Est-ce qu'il y a un œdème, hein, qui soit généralisé, déclive, palpébral, c'est-à-dire au niveau des paupières, ou au contraire une acite? Est-ce qu'il y a une notion de consommation d'alcool? Soit il n'y en a aucune, soit c'est occasionnel, soit c'est régulier, hein, et avec donc, les quantités, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il y a un ictère, une turgescence jugulaire, hein, qui démontre que, effectivement, eh bien, au niveau hépatique, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà tout ce que je voulais vous dire donc, sur le besoin de boire et manger. Là encore, il y a beaucoup de choses à noter. Mais généralement, c'est assez facile à repérer. Les deux premiers besoins que nous venons de voir ne sont pas les plus difficiles en termes de recueil de données. Mais néanmoins, je vais continuer à les faire un par un. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne donc rendez-vous pour le besoin suivant. À bientôt!